Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent pour la conférence. Comme vous avez pu le voir, nous, on va faire un recap sur... qu'est- donc, on est parti au Canada, on est parti étudier et maintenant, on y travaille. Donc, on va vous faire un petit récap. Bien sûr, c'est assez subjectif parce que c'est notre parcours personnel, mais justement, on va essayer de vous donner des petits tips à droite à gauche si ça vous intéresse de partir au Canada et quelles sont les bonnes choses à prendre et les mauvaises choses à ne pas prendre. Ouais, alors d'abord, on va se présenter un peu parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Moi, je suis à l'IM depuis la première année, donc j'ai fait tout le bachelor et ensuite le master, une partie du master. Euh, donc, jusqu'en troisième année, j'étais dans le bac qui était un peu plus général quand il a commencé. Euh, et en fin de troisième année, j'ai décidé de me spécialiser en production et marketing du jeu vidéo dans le master. Et en même temps, l'IM nous parle du premier partenariat avec le NAD pour partir au Canada et de faire un DESS en design narratif, qui est un diplôme pas professionnel, mais qui est un diplôme high level là-dedans. Du coup, c'est à peu près à cette période où on a décidé de partir. Et ensuite, suite à mes études au NAD, où je vous en parlerai un peu plus, j'ai eu la chance de faire un stage et de passer coordinateur de projet chez Binox. Je vais laisser Quentin se présenter. Quant à moi, je suis aussi de l'IM, mais moi, du coup, j'étais en Master Game et Level Design. Par la suite, comme Léonard, j'ai eu la chance d'aller au NAD, faire un DESS narratif. Et maintenant, je travaille du coup chez Behavior Interactive en tant que level designer. Donc, je suis arrivé chez eux en tant que stagiaire et puis maintenant, je travaille à temps plein. Et pareil, on vous expliquera un peu plus sur ça par la suite. Donc on va parler en fait de différents points parce que on trouvait ça intéressant parce qu'on a vécu toute une aventure jusqu'à maintenant un peu plus vivre au Canada et je pense que c'était intéressant de vous présenter tous ces points. Bien évidemment, je pense qu'il y aura si vous avez des questions, on les répondra à la fin, mais c'est vraiment plus un guide. C'est genre on veut donner notre expérience. Notre expérience n'est pas la bonne et n'est pas unique, mais voilà. Commençons par étudier au Canada. Euh, Donc, comme je disais, en fin de troisième année, l'IM propose un partenariat avec le NAD, qui est une école à Montréal. Euh, et ce premier partenariat est pour les designers et les producteurs. Oui, les producteurs. L'IM avait déjà un partenariat avec Chicoutimi pour les programmeurs, mais là, c'était la toute première fois pour les designers et les producteurs. Euh, Comme je disais, moi au début, j'ai trouvé ça impossible. Parce que, comme j'expliquais, c'était un DESS en design de jeu narratif. Donc beaucoup plus basé sur le design, sur le GD, etc. Donc au début, quand il y a eu l'annonce, c'était mon rêve de partir au Canada, mais je me suis dit que c'était impossible. Euh, Parce que c'était pas fait pour moi, c'était pour les designers, que j'allais être le seul prod. Parce qu'autour de moi, quand je demande aux gens dans mon master, je suis le seul à vouloir postuler et à vouloir partir, euh, que des designers. Et donc, je me dis que j'ai pas le niveau. Donc, je postule quand même. euh, et donc, sur un malentendu, je suis accepté. Je suis vraiment le seul designer à être accepté. Et c'est à ce moment-là que j'arrive dans une grosse phase de doute, parce que je me dis, OK, là, je vais être le seul designer. Je vais laisser ma famille, je vais laisser ma copine. Il y a beaucoup de papiers, c'est un gros truc de partir. En plus, je le fais en fin de quatrième année, donc j'aurai quand même validé mon master en France pour avoir les deux. Donc c'est énormément de doutes, c'est beaucoup de stress. Euh, et donc c'est là à ce moment-là que je doute. Mais je fais quand même les papiers, je remplis tout, etc. Donc c'est plutôt long. C'est très 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 long. Quand on veut immigrer dans un pays, il faut vraiment le vouloir parce que c'est très long, mais on en parlera un peu plus. Et donc j'arrive dans une phase d'excitation où j'arrive au Canada et je me rends compte que je suis au Canada pour au moins un an. Euh, Bien évidemment, le premier truc que je fais, c'est manger des trucs américains bien fat. C'est ça aussi qui donne de la joie. Et surtout, en fait, je me dis, OK, on m'a accepté.
Je suis peut-être le seul prod, mais si on m'a accepté, c'est que j'ai les capacités. Et donc, je vais prendre cette expérience pour découvrir des nouvelles choses, me former à des nouvelles choses et euh, kiffer le plus possible cette expérience canadienne. On va parler après de différents points, mais je vais laisser Quentin lui parler de sa première expérience. Moi, de mon côté, bah, comme Léonard, j'ai appris que la dernière année, je pouvais la faire au Canada et c'était une question, moi, de plus économique. Parce qu'il faut savoir, quand on va aller au Canada, rien que pour vivre au Canada, on vous demande en moyenne 15 000 $ environ pour pouvoir vivre l'année, sans compter les frais de scolarité qui se rajoutent en plus. Donc, c'est une grosse charge à prendre en compte. Donc, pas mal de questionnements avec les parents, la famille, tous ces trucs-là. Donc, beaucoup de questionnements dès le début. Mais une fois que toutes ces questions de financement ont été résolues, il fallait juste que je mette en place tout, bah, les papiers, trouver un logement, faire ce genre de choses. Et pour moi, trouver un logement, c'était la chose la plus fun à faire parce que c'est à ce moment-là que tu te projettes le mieux et que tu peux directement te dire, bah, je vais vivre à cet endroit-là, je vais être à côté de l'école, etc. Il y a pas mal il y a pas mal de sites différents pour pouvoir trouver son logement. Donc, si ça vous intéresse, par la fin, on pourra vous en citer quelques-uns. Et enfin, du coup, j'ai eu une petite remise en question quand même à l'arrivée, parce que les études, on vous en parlera un peu plus par la suite, mais c'est pas du tout comme en France. Ici, c'est très théorique, et c'est en fait souvent des gens qui sont qui ont un doctorat, qui viennent vous faire cours. Il y a aussi des chargés de cours qui sont un peu plus professionnels, qui sont dans l'industrie, mais souvent en fait, ça va être des gens qui sont très théoriques, et ça change énormément de la France parce que ici, du coup, il y a beaucoup moins de pratiques. Et donc, étant donné qu'on vient de l'IM et qu'on a beaucoup de pratiques durant toute l'année, passer à beaucoup de théories, ça fait bizarre. C'est, c'est quand même agréable à prendre en compte parce que bah, ça ramène plus de choses qu'on n'avait pas vues forcément à l'IM, mais ça peut faire bizarre pour les gens. Donc voilà. Euh, c'est un peu le ressenti que j'ai eu tout du long. Hop, passons à la recherche de stage. Là, je vais vous parler un peu plus de mon expérience. Donc, on devait faire un stage pour valider l'IM et pour valider le NAD. Le NAD, au Canada, on avait deux possibilités. Donc, ça se passait en fait, le NAD va se passer en session, en semestre. Euh, et donc, pendant un semestre, nous avons full des cours. Et au deuxième semestre, à la deuxième session, on a la possibilité de soit faire un projet, soit de faire un stage. Euh, Moi, je suis arrivé quand on m'a appris que je devais faire un stage, en plus pour aussi valider en France, je suis arrivé dans un truc de ça va être impossible. Euh, Comme je vous l'ai dit, je suis à l'IM depuis la première année, donc j'ai dû faire un stage en première année, en troisième année et en cinquième année. Et donc je ressortais un peu du Vietnam parce que mon stage de troisième année, c'était l'arrivée du Covid, cette fameuse maladie que tout le monde adore. Et je suis arrivé un mindset où en fait j'ai cherché des stages en troisième année et j'ai postulé énormément, mais vu que le Covid venait d'arriver, les productions géraient pas trop, c'était très nouveau, avaient peur, tout le monde s'est dit ok c'est la fin, on va mourir tous et tout, c'est horrible. Du coup, des studios ont commencé à arrêter de recruter. C'était très compliqué de recruter. Il y a eu les gens qui ont eu la chance de trouver un stage avant le Covid. Du coup, il n'y avait pas de souci. Moi, j'ai un peu galéré et donc, en fin de compte, j'ai pas trouvé de stage en troisième année, ce qui m'a créé beaucoup de stress, ce qui m'a créé de la remise en question de est-ce que vraiment c'est dans le jeu vidéo que je dois être, etc. Si je trouve pas de stage et tout. Du coup, quand on m'a appris que je devais faire encore un stage en cinquième année, je me suis dit ok, ça va être impossible. Je vais revivre la même chose. J'ai des flashs là vraiment de me dire oh non, etc. Mais bah donc j'ai cherché. Et en fait aussi, ce qui est super intéressant, c'est que le, le principe du stage n'existe pas vraiment au Canada. Ça existe, il y a des stagiaires, etc. Mais ils fonctionnent très peu là-dessus. Ils fonctionnent plus sur base de CDD, CDI. Et même ça, encore, les CDD, CDI, ça n'existe pas vraiment. C'est pas comme en France où c'est très carré. Du coup, déjà, juste petite expérience, ne vous stressez pas à dire il faut que je trouve un stage.
pour les gens, là, je parle aux futurs étudiants qui souhaiteraient partir au Canada. Ne vous dites pas, OK, l'IM a dit un stage, OK, il faut que ce soit absolument un stage. Et genre, ne postulez que au truc de stage. Genre, le stage, ça n'existe pas là-bas. Du coup, postulez même à des jobs de junior. Mais là, si vous avez plus de questions sur ça, on pourra vous en parler un peu plus à la fin. Sur la recherche, en fait, donc comme je disais, moi j'ai un background plus en production, donc c'est un peu plus c'est beaucoup moins quantitatif que Quentin qui est en level design qui a des choses à montrer. Moi, je peux vous donner comme petit tips, c'est qu'en fait, moi j'ai vraiment fait quand même un portfolio pour montrer les choses que j'ai pu faire sur les différents projets que j'ai pu faire à l'IM ou même en dehors, etc. Euh, mais dans ces portfolios, j'ai plus mis les docs que j'avais pu faire, expliquer ce que j'avais pu faire sur ces projets. Donc, par exemple, les difficultés que j'avais pu rencontrer, comment je les ai résolues, euh, comment on a fait la prod, euh, quels sont les trucs que j'ai pu mettre en place pour faciliter les projets, etc. Et donc, c'est plus ça que, par exemple, les recruteurs vont regarder au Canada. Euh, Ensuite, une fois que j'avais mon portfolio qui était parfait et qui était nickel d'après moi, j'ai vraiment commencé à chercher sur LinkedIn. Je trouve que LinkedIn, c'était le plus simple. Les sites des studios et aussi, il y a, pour les Français qui cherchent des stages, il y a comme l'AFJV, mais pour le Canada, qui s'appelle la Guilde, qui est super intéressant et qui permet de regrouper plein de studios, etc., pour pouvoir trouver un stage ou un emploi. Euh, Ensuite, il faut vraiment, donc comme je disais, moi j'étais vraiment dans un stress, donc j'osais pas envoyer des messages, etc. Je me suis dit non, ça va pas être possible. Mais il faut vraiment oser. Je trouve que au Canada, ils sont beaucoup plus il faut beaucoup plus oser euh, et beaucoup moins, ok, dire, ok, je vais rester dans mon coin, on va me trouver, etc. C'est vraiment, euh, il y a plein de gens qui veulent travailler, il y a plein d'emplois, etc. Donc en fait, oser, ne genre attendez pas, etc. C'est un marché qui est beaucoup plus grand que celui de la France. Il y a beaucoup moins de gens et il y a beaucoup de recherches. Donc vraiment oser envoyer plein de choses, etc. Et en fait, les gens sont vraiment beaucoup plus agréables. Donc en fait, vous allez avoir des réponses. Et par exemple, moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'avais vraiment des réponses pour vraiment me dire non quand c'était pas possible, comparé à juste ne pas avoir de réponse pendant 8 mois et juste dire peut-être dans 8 mois, j'aurai une réponse. Euh, et du coup, voilà, moi, comparé on a eu pas la même expérience, mais je vais laisser après Quentin expliquer. Mais c'est vraiment LinkedIn, comment trouver les choses. Et donc moi, pour Binox, j'ai juste un moment postulé sur LinkedIn. J'ai vu un offre de stagiaire en production. Euh, et je me suis dit, bah, OK, let's go. Genre, postulons, etc. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont en production et qui veulent postuler, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué la production parce que c'est souvent high level. Du coup, vous allez rarement commencer directement dans des gros trucs, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et il faut vraiment pas avoir peur de demander et de sortir aussi de votre zone de confort. D'après moi, euh, l'erreur que moi j'ai pu faire et que je sais que j'ai vu d'autres étudiants avoir fait, faire, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai appris ça, je vais vouloir faire ça. Vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous êtes junior, vous avez le temps avant d'être un expert métier, testez des choses. Genre, vous avez la chance vraiment, vous avez plein de choses devant vous. Testez des choses, sortez de votre zone de confort. On vous a appris la production, etc. Postulez en marketing ou je ne sais quoi, parce que vous aurez le temps de vous spécialiser et en plus ça vous permettra en fait de tester plein de choses différentes et de voir vraiment ce que vous aimez ou pas. Je pense que vous avez dû entendre Rémi qui vous a parlé de son expérience sur Just Dance. On peut pas savoir en fait, on peut pas savoir si on aime quelque chose avant de l'avoir testé. Donc vraiment, je vous conseille dans les stages, et là c'est même pas que au Canada, c'est tout court, ne vous focalisez pas uniquement sur ce que vous aimez entre guillemets, parce que même ce que vous aimez, ça se trouve en le faisant, vous n'allez pas forcément aimer. Du coup, vraiment, ça, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est vraiment, n'ayez pas peur de faire plein de demandes et de sortir de des sentiers battus. Après ce long monologue, je vais laisser Quentin parler lui de son expérience de recherche de stage. Yes, merci.
Je vais essayer de faire court quand même sur l'expérience de recherche que j'ai pu avoir parce que c'est subjectif et que ça dépend de beaucoup de monde. Comme par exemple, Léonard n'a pas du tout eu la même chose que moi. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à faire mes recherches de stage dès que je suis arrivé au Canada. Donc, je suis arrivé en août et j'ai déjà commencé à chercher. J'envoyais rien. Je me suis juste informé sur comment était le réseau, quel studio il y avait. Et comme ça, en fait, je me faisais tout un listing des possibilités de demandes que je vais pouvoir faire par la suite. Et en soi, j'ai commencé à postuler qu'à partir d'octobre. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai l'impression que tous les gens qui ont un stage ont eu de la chance, mais c'est un peu l'impression qu'on a tous parce que j'ai eu envoyé que 3 CV. Je crois que j'ai postulé chez Motive hier, où j'avais pas eu de retour. J'ai postulé chez Ubisoft et le dernier chez Behavior. Et il faut savoir que à l'époque, il y avait le frère de Rémi qui travaillait chez Behavior. Et donc, une fois que j'ai postulé, euh, j'ai demandé à Rémi si son frère pouvait pas pousser ma demande pour que je puisse passer en entretien. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Il a poussé mon CV et ça m'a permis d'avoir un entretien avec mon lead actuel. Et j'ai même pas eu besoin de faire de test ni quoi que ce soit par la suite. J'ai été pris directement. On m'a dit que c'était grâce à mon portfolio. Donc, l'importance d'avoir un très très bon portfolio peut vous ouvrir des portes et vous faire accéder plus rapidement à certaines choses. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je vais vous parler vite fait du portfolio et des petits tips que j'ai dessus. Je sais que moi, je vais parler en tant que designer parce que portfolio artiste ou portfolio dev, j'ai pas forcément fait. Moi, c'est du coup design en général. Euh, Mon portfolio, je pense que beaucoup de monde le savent, mais il faut déjà qu'il n'y ait pas énormément de projets dessus, 2 ou 3 grands max. Et surtout, quand vous faites un portfolio, ne dites pas j'ai travaillé sur tel jeu en tant que level designer ou en tant que game designer ou toute autre chose sans expliquer ce que vous avez fait réellement. Les choses, je pense, qui ont fait une grosse différence sur mon portfolio, c'est le fait que j'ai exprimé ce que j'ai fait sur les projets, j'ai expliqué ce que j'ai fait, j'ai expliqué pourquoi je l'ai fait et j'ai expliqué aussi comment je l'ai fait. Et tous ces trucs-là, si vous voulez, par la suite, je pourrais vous donner mon portfolio, mais tous ces trucs-là, c'est des choses qui, en plus, par rapport à beaucoup de gens dans l'industrie qui ont juste dit, moi, j'ai travaillé sur ce jeu-là, puis j'étais game designer, puis on ne sait pas plus de choses que ça. Donc voilà, c'est le tips que j'ai sur le portfolio. Et enfin, c'est aussi les relations. Moi, les relations, ça a marché. J'essaye d'en faire à droite, à gauche. Aller à des conférences, aller à plein de choses, déplacez-vous, rencontrez des gens. C'est les trucs qui peuvent aider le plus possible parce qu'il y a certaines choses qui se disent pas partout. Euh, mais utilisez vos relations intelligemment. C'est-à-dire qu'elle n'est pas demandée à tout le monde, est-ce que je peux avoir un stage? C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut surtout se renseigner de son côté avant. Euh, je dis pas, je vais dire comme j'ai fait, mais c'est pas forcément, enfin, je n'ai pas la science infuse. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de demander à Rémi, j'avais quand même demandé avant, j'avais postulé à quelque chose. Donc, il y avait vraiment une possibilité de pousser mon CV parce qu'il était déjà rentré. Euh, Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent voir et qui disent, est-ce que tu peux pas me donner un stage? C'est pas forcément la façon dont il faut demander quelque chose, c'est plus faire des premiers steps et ensuite demander de l'aide ou alors demander s'il n'y a pas comment je peux postuler, comment ça se passe. Tous ces trucs-là, vous pouvez les demander. C'est avec grand plaisir que tous les gens dans l'industrie vous répondre et vous aider. Mais demander un stage à ces relations, c'est pas forcément un stage ou même un boulot en général. C'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça peut fermer des portes. J'ai vu pas mal de mes collègues qui, en tout cas, ont refermé des portes parce que des gens abusaient trop de ça et se débrouillaient pas tout seuls avant. Donc voilà, je vais passer à la suite. Ensuite, on va passer, en fait, après cette longue expérience de l'arrivée de la recherche de stage, on va arriver en fait au moment où on a réussi à trouver notre stage et qu'on a commencé à travailler au Canada. Je vais laisser Quentin expliquer d'abord son histoire.
Bon, comme beaucoup le savent, NDA, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément, Léonard comme moi, on ne va pas forcément pouvoir vous donner énormément d'infos sur ce qu'on est en train de travailler en ce moment, même si Léonard, lui, pourra un peu plus dire parce que son jeu est déjà sorti. Moi, du coup, je suis sur une prod complètement sous NDA. Je peux parler d'absolument rien. Donc, je vais plus vous parler de comment c'est de travailler chez Behavior et donc, entre guillemets, au Canada, même si tous les studios sont différents. Euh, faut savoir que Behavior, je trouve que c'est une entreprise qui est déjà entre guillemets à taille grande humaine, je dirais. On est environ 1000 employés. Behavior fait aussi du codev, donc ils aident à dev avec d'autres studios, etc. Donc ça permet d'avoir énormément de projets différents. Je pense qu'on a une dizaine de projets qui sont en train d'être faits à droite à gauche dans tout le truc, dans tout le studio. Et on a à côté de ça des prods qui sont en interne et qui sont du coup Dead by Daylight ou d'autres IP qui sont vraiment à Behavior. Euh, Moi, dans mon équipe, la chance que j'ai, c'est que dans mon équipe, on est du coup une plus petite équipe. On est 4 LD avec un lead, donc on est 3 LD avec un lead en fait. Et donc ça permet de faire beaucoup de choses parce que ben, en tant que junior, je vais pouvoir faire du blocking, comme je vais pouvoir faire de l'encounter, donc créer les différents ennemis que le joueur va rencontrer. Je vais pouvoir faire du level art, entre guillemets, même si c'est minime, mais du narrative design. C'est ce qui est cool avec les, entre guillemets, petites prods, même si je suis dans une moyenne grande prod, on va dire. Et c'est la particularité de Behavior, Behavior qui est le plus grand studio indépendant du Canada, donc avec 1000 personnes. Donc par rapport à une prod que vous aurez chez Ubisoft, la différence, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de tâches différentes plutôt qu'une tâche qui est très prédéfinie. Je prends Ubisoft parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je connais parce que j'ai des amis à moi qui y travaillent. Mais voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment travail. Sur l'aspect éthique, parce que je sais que c'est important pour beaucoup de monde, le côté éthique. On a entendu beaucoup de problèmes sur ce qui se passe dans l'industrie. Côté éthique chez Behavior, je trouve que c'est très respecté. Euh, j'ai pu avoir des personnes qui étaient problématiques dans ma prod et cette personne a été remerciée par Behavior parce que bah, justement, ça ne fit pas. On fait attention à ce que ça fit, on fait attention à ce que les gens soient respectueux, que ça parle correctement, toutes ces choses-là. En termes de choses qui m'ont fait bizarre au niveau de l'éthique et qui m'ont fait bizarre de la bonne façon, positivement, c'est que tout le monde a le même bureau. C'est-à-dire que Rémi Racine, qui est le CEO de Behavior, a le même bureau que moi. C'est-à-dire qu'on est tous les uns à côté des autres, on est tous au même niveau, on est tous pareils. Peu importe s'il y a un supérieur qui est 3 niveaux au-dessus de moi, il aura le même bureau que moi, il sera à côté de moi, il aura exactement les mêmes choses que moi. Donc ça, c'est super sympa parce qu'on se sent un peu plus humain, on se sent un peu plus égaux. Et pareil avec ma team LD, il y a un lead, un senior intermédiaire et moi je suis junior. Bah, pour autant, je me sens vraiment comme les autres. Il n'y a pas vraiment de différence entre nous. Euh, et à côté de ça, Behavior donne pas mal de bonus à droite à gauche, de choses qui nous permettent de nous sentir mieux, de nous sentir en sécurité. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez directement aller sur le site de Behavior. De toute façon, tout est expliqué là-dessus. Ou alors, si vous avez des questions, de toute façon, je pourrais vous en raconter. Mais voilà, overall, l'éthique est très respectée, en tout cas chez Behavior. Je sais qu'il y a certaines choses. Bah, j'ai un ami hier où on parlait de Ubisoft, où il y a encore des gens qui se font remercier parce que, bah, éthiquement parlant, ça passe pas. Donc l'industrie est en train de changer, c'est en bonne voie en tout cas, j'ai l'impression. Euh, je ne vais pas vous dire au niveau des femmes si c'est respecté ou pas, parce que c'est quelque chose qui est personnel aux femmes et il n'y a que elles qui peuvent savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je pense que c'est respecté, du moins de ce que je vois et du ressenti que mes collègues féminines ont. J'ai pas l'impression que ça se passe pas bien pour elles. Donc, donc voilà, éthiquement parlant,
Professionnellement parlant, je trouve que c'est un endroit vraiment sain pour travailler, où vous allez vous sentir bien. Et donc, c'est un gros step à faire d'aller au Canada, mais en tout cas, je pense que vous serez récompensé si vous arrivez à avoir ce que vous souhaitez avoir. Je vais laisser continuer Léonard pour sa partie à lui. Ouais. Du coup, je vais rebondir sur ce que disait Quentin. Euh, Moi, je suis un peu moins soigné parce que, comme il disait, moi, mon projet est sorti. Donc, moi, je suis chez Binox, qui est une boîte qui a été rachetée par Activision. Donc, moi, actuellement, je bossais sur MW2 et Warzone 2. Et là, actuellement, je continue à travailler sur Warzone 2 au niveau du Live Ops. Euh, c'est vrai que moi, je vais revenir sur le point que Quentin disait par rapport au travail, etc. Moi, c'est le même principe chez Binox. Chez Binox, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de niveau de sécurité. Tout est connu par tout le monde. Que tu viens d'arriver dans la société ou que tu es là depuis 25 ans, tu as les mêmes informations. Il n'y a pas tout n'est pas euh, cadenassé, etc. Et c'est vraiment souvent la mentalité qu'on a au Canada et que j'ai remarqué en voyant d'autres gens, en parlant avec des gens, etc. C'est que souvent les boîtes au Canada, et surtout au Québec plus particulièrement, ils mettent vraiment l'emphase sur le fait que c'est important qu'il n'y ait pas de différence. Bien évidemment, des fois en production, tu vas connaître des choses qui vont pas être annoncées directement, mais parce que ça, c'est des questions de, on va dire, politique. Mais le plus souvent, les informations vont être données très rapidement. Et c'est ça qui crée vraiment une éthique qui est vraiment beaucoup plus agréable. Et, et, et c'est vrai que c'est un truc qui est constant au Canada. Sur le point que Quentin disait, par exemple, sur le bureau, etc., là, c'est la même chose. Je sais que, par exemple, moi, là, quand j'ai fait mon stage en première année, donc j'ai pas fait en troisième année, mais en première année, j'étais un peu choqué que bah, le, le, le PDG de la boîte où j'étais est souvent dans son coin, la porte fermée, etc. Là, en fait, à tout moment, si je veux aller parler avec la PDG de Binox, il n'y a aucun souci. Pourtant, on est une boîte de 500 et je trouve que la mentalité est vraiment différente, euh, celle du Canada comparée à celle de la France, parce qu'elle est beaucoup plus ouverte. Comme je disais, donc moi je suis j'ai été au début stagiaire et ensuite je suis passé à coordinateur de projet sur chez Binox. Euh, Ça pour juste parler un peu plus de l'expérience en tant que telle. Du coup, moi j'ai bossé sur des maps de MW2 qui sont sorties et la map de Warzone 2. Et ensuite, j'ai changé de projet au niveau du lancement pour ensuite aller sur le côté PC. Et pour rebondir sur le point de l'ouverture, etc., je me suis vraiment senti directement accueilli. Moi, le premier truc qu'on m'a dit, c'est que tu es en production, c'est stressant, etc., comme plein d'autres métiers. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, etc., en production. Du coup, par exemple, le premier truc qu'on m'a dit, c'est vraiment laisse-toi un an avant d'être confiant, avant de te sentir à l'aise dans ton travail, etc. Et c'est ça qui montre que vraiment l'éthique de travail et la façon de travailler au Canada est vraiment cool et vraiment nice parce que on n'est pas dans le stress. On préfère qu'un employé soit bien avec lui-même et du temps pour lui que parce qu'il va forcément mieux travailler que juste le faire travailler 60 heures par semaine, lui mettre plein de stress, lui dire OK, on va cruncher, parce qu'en fin de compte, ça fonctionne pas. Je sais pas si en France c'est toujours comme ça et qu'on est un peu plus dans cette mentalité, mais vraiment au Canada, c'est vraiment normal de prendre du temps pour soi. Comme expliquait Quentin, souvent les boîtes te remboursent des journées pour prendre du temps pour toi, plein de choses sont remboursées, etc. Et donc c'est vraiment cool parce que l'éthique de travail au Canada est vraiment basée sur l'humain et pas le rendement. Donc au début, c'était stressant parce que moi, j'avais la mentalité très française de me dire, OK, il faut que je bosse, si je fais limite, OK, mon contrat c'est 40 heures, ben, il faut que je bosse 50 pour être bien vu, etc. Et en fait, au début, je m'étais mis dans ce mindset et vraiment, direct, on m'a calmé en mode, non, non, on n'est pas comme ça ici. Limite, on va te virer, on va te dire, rentre chez toi quand tu as fini le travail, genre, pourquoi tu fais de l'overtime, etc. Parce qu'on sait qu'en fait, ça ne sert à rien. Et donc, c'est vraiment agréable. Euh, pour les gens en fait qui veulent pas cette mentalité française,
je vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve que c'est plus une mentalité voilà, française. Je pense que le Canada peut être vraiment bien parce que c'est très différent. Après, c'est vrai que quand je suis arrivé, moi au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, wow, c'est très bizarre, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, tu t'accommodes très vite. Mais je pense que ça peut ne pas passer pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent ne pas passer ce step et qui vont rentrer en France parce que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que comme première expérience vraiment avec l'industrie, même si mon premier stage en première année était quand même dans l'industrie, c'est quand même vraiment agréable. Et par exemple, au niveau de l'évolution, on, on te fait beaucoup plus confiance. Tu évolues beaucoup plus vite. Et en fait, c'est ça, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un poste de coordinateur de projet qui est un poste quand même assez demandé en fait dans les grosses productions. Et voilà, on m'a fait confiance. Moi, j'ai eu qu'un seul stage et là, je suis actuellement sur un des plus gros jeux du monde sans souci. Et c'est ça qui est vraiment cool. En plus, Binox, vu que c'est une boîte qui a été rachetée par Activision, j'ai quand même le côté familial parce qu'on est plus 500, mais en même temps, on est sur une production internationale, donc j'ai un peu des deux, donc ça, c'est vraiment cool. Après, encore une fois, ce long monologue, on va essayer de conclure cette longue présentation et vous laisser si vous avez des questions. Euh, Moi, je vais juste finir un peu, pour conclure ma longue expérience, parler de maintenant. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de doutes avant de partir au Canada, mais je pense que c'était le meilleur choix de ma vie actuellement. J'ai eu la chance, je vous parlais de ma copine, j'ai eu la chance que ma copine me rejoigne aussi au Canada. J'ai un travail qui est incroyable avec des gens super cool, dans un mandat que j'aurais jamais cru pouvoir atteindre aussi tôt dans ma carrière, parce que je viens de sortir de l'école juste l'année dernière. Euh, et je pense que si je devais le refaire, je le referais. Bien évidemment, je pense que c'est pas tout rose. Là, je vous en parle en mode ouais, c'est génial, etc. Quand on part au Canada, quand on expat tout court, mais là, moi, je vais parler pour l'expérience canadienne, c'est très compliqué. On va passer par plein de phases différentes, par le doute. Je pense que tout le monde et pas tous les gens qui sont partis au Canada sont arrivés dans une phase de doute de j'ai regretté, je suis en dépression, rien ne va, j'ai envie de rentrer, etc. Je pense que tout le monde, je vois le sourire de Quentin, donc je pense que Quentin peut confirmer. Mais vraiment, je vous le souhaite. Et en fait, je vous le souhaite même pas forcément de partir au Canada, mais de bouger. Là, je parle pour les gens qui sont en études, etc. Prenez la chance, si vous avez la possibilité, partez. Ça va vous ouvrir en fait des horizons, ça va vous changer votre mindset au niveau travail, parce qu'en fait, on est en France, on a un mindset français, et c'est intéressant d'aller voir ailleurs, pour voir si la France est mieux ou pour voir si les autres pays sont mieux, mais c'est important. Donc vraiment, pour conclure, partez, testez. Au Canada, encore mieux. On est en demande et on cherche des gens. Mais vraiment, c'est ça que je vous conseille. Et je vais laisser Quentin lui conclure de son côté. Merci. Pour conclure, moi de mon côté, bah, je vais vous dire que aller au Canada, c'est pas un petit pas, c'est un énorme pas. Mais ce pas, si vous en avez besoin, prenez-le. Si vous sentez que vous ne fitez pas en France, que le modèle de travail français vous convient pas, et que vous en cherchez un en particulier qui est plus, j'appellerais ça plus friendly, mais je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus familial et moins hiérarchique. Bah, sautez le pas, allez-y, foncez, parce qu'en soi, je pense que vous n'allez pas le regretter. Les seuls regrets que vous pouvez avoir, c'est si vous avez une opportunité à prendre et que vous ne la prenez pas, vous allez peut-être regretter de ne pas avoir pris cette opportunité. Euh, Après, il ne faut pas non plus essayer de forcer la chose. Si ça ne veut pas le Canada, forcez pas. Genre, si vous n'arrivez pas à y aller ou ce genre de choses, n'allez pas gâcher votre vie pour autant. Il faut y aller à votre rythme, il faut y aller avec les opportunités que vous pouvez avoir. Mais si vous y arrivez, je pense que vous allez être heureux. En tout cas, si la manière de travailler canadienne fit avec vous, ben, je pense que vous serez bien plus heureux ici. Euh, Notamment, enfin, on n'a pas forcément parlé de l'aspect financier, etc., mais l'aspect financier est vraiment très intéressant au Canada. Euh, Même si d'autres choses sont chères, etc. Mais c'est entre guillemets donnant-donnant et il y a beaucoup plus
je trouve qu'on évolue beaucoup plus. Personnellement, pour l'instant, je suis junior, mais potentiellement, dès l'année prochaine, je passe intermédiaire et j'ai des collègues à moi, au bout de 5 ans, ils sont seniors. On évolue très rapidement au Canada, j'ai l'impression plus rapidement qu'en France. En tout cas, c'est une impression, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais voilà, donc en conclusion, foncez, mais faites attention. Voilà.